Il est 4 h du matin et j'arrive pas à m'endormir à cause de ce film. Il y a tellement de trucs dans ce film qui me font réfléchir. C'est le film le plus poignant que j'ai jamais vu et je me rappellerai toute ma vie. Hey babes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va pas du tout. Je suis au bout de ma vie, je suis malade. Le trajet pour aller de mon lit à ma cafetière, je le vis comme si j'avais fait un triathlon. Bref, je sais pas ce que j'ai chopé, si c'est la crève, si c'est une grippe, si c'est le Covid. Je suis ton signe pour que tu ailles prendre tes vitamines D, ton magnésium, que tu t'hydrates, que tu boostes ton système immunitaire parce qu'honnêtement, flemme de te sentir comme ça. En attendant, c'est pas parce que physiquement je vais mal que je dois être totalement misérable non plus. Donc mentalement, je vais essayer de me cultiver. Je passe mon temps à regarder des téléréalités américaines, des futilités. Je ne lis plus de livres. Dites-moi s'il y en a qui s'identifient, si c'est un truc de la vingtaine ou de l'âge adulte, où tu te rends compte que tu passes tes journées à faire plein de trucs. À chaque fois que tu as un temps libre, au lieu d'apprendre de nouvelles choses, tu te distrais. J'ai l'impression d'être plus ignorant que ce que j'étais quand j'avais 12 ans. Quand j'étais petit, j'adorais lire. Je pouvais passer des nuits blanches à lire des bouquins. Mon usage des réseaux sociaux n'aide pas non plus. Et je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on a tellement de distractions, il y a tellement d'infos qui nous viennent. On est dans une sorte d'hyperactivité digitale. Mais il y a déjà des études qui ont déterminé que les réseaux sociaux peuvent développer des déficits de concentration et d'attention. On a désormais une capacité d'attention plus courte que celle des poissons rouges. Alors oui, c'est important de se distraire, mais j'aimerais trouver quand même une petite balance où j'arrive quand même à prendre le temps de consommer des contenus dans lesquels je m'investis, que je suis même plus aussi informé sur ce qui se passe dans le monde. Alors certes, sur Twitter, on a les infos genre cash. Tu peux pas prendre une info comme ça et tu la manges et tu l'as pas du tout nuancée, tu connais pas exactement le contexte. Je trouve ça dangereux. Ce que je me demande, c'est s'il fallait vraiment que je lise tout l'article, est-ce que j'aurais la patience pour le faire? On va dans un monde qui va de plus en plus vite et si je vous dis la vérité, j'aime ça. J'aime la rapidité, j'aime qu'il se passe des trucs genre wouh. En plus de ne plus trop lire de livres, d'articles, je regarde plus de films. Je dis que j'ai pas la patience pour un film, mais à la fois je peux regarder une saison de Elite en une assise. Elite c'est KKKK, boum boum boum. Je vais profiter de cet autoconfinement pour regarder des films puissants, des films qui me fassent ressentir, des films qui me changent ma façon de voir le monde. Vous m'en avez suggéré plein. Je suis tellement reconnaissant. Mais avant de les regarder, je vais vous partager les miens. Truman Show, ce film, c'est une énorme claque. Ça raconte l'histoire de Truman qui habite dans un petit quartier américain avec une vie toute soignée. Sa femme parfaite, ses voisins sympas, sa routine, bref, l'American Dream. Il se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il fait un bisou à sa femme, il part au travail, il rentre. Sauf qu'il est en fait le protagoniste d'une émission de télé-réalité depuis sa naissance, où des millions d'Américains regardent son évolution sans que lui sache qu'il est filmé. Et que toutes les personnes qui l'entourent sont des acteurs. Psychologiquement, c'est un mindfuck, faut vraiment le voir. Je trouve que ça a totalement prédit la télé-réalité d'aujourd'hui. Pour moi, Kylie Jenner, c'est vraiment le Truman Show, genre c'est elle, genre elle a été filmée depuis ses 10 ans. Ça a un fort message sur la perception de notre réalité, comment elle peut être manipulée, la manipulation psychologique. Pour faire court, Truman Show ça a énormément changé ma façon de voir la vie, surtout de voir les téléréalités. Et même les réseaux sociaux, c'est un peu un Truman Show en vrai, orchestré par nous-mêmes. Je veux que tu saches que je serais prêt à faire n'importe quoi pour toi. Et qu'il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Et qu'il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Slumdog Millionnaire. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le voir. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça raconte l'histoire de Jamal Malik qui est né dans un bidonville en Inde et qui est finaliste de Qui veut gagner des millions. Il s'y est même pas inscrit pour l'argent, il s'y est inscrit pour potentiellement trouver son amoureuse d'enfance. Il s'est dit qu'en étant dans le show télévisé le plus regardé, ça l'aiderait à sa mission. J'ai vu ce film relativement jeune, donc ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur les conditions de vie dans des pays plus défavorisés et ça a aussi un énorme message sur l'inégalité des chances. Le fait que des personnes qui sont nées dans des situations moins aisées ont tendance à être défavorisées plus tard dans leur carrière, indépendamment d'à quel point ils travaillent dur ou de leur intelligence, de l'injustice pure quoi. En tout cas, si t'as pas vu ce film, sache juste qu'il y a une scène qui est très difficile à voir,
qui a à voir avec les yeux. Je suis pas le plus grand fan de science-fiction, mais In Time, ça m'a toujours fasciné à quel point le message de ce film est si clairement symbolisé. Enfin, je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas repris ce concept et joué encore plus, poussé le truc encore plus loin. Ça se passe dans une société dans laquelle le temps qui te reste à vivre est ta monnaie principale. À partir de 25 ans, tu vieillis plus. Donc c'est-à-dire c'est comme si toute ma vie je restais comme ça, mon rêve. Mais à partir de ce moment-là, il faut gagner du temps pour rester en vie. Il n'y a pas d'argent, les humains ont été génétiquement modifiés avec une montre ici qui est en fait comme ton compte bancaire, mais ton compte bancaire c'est les heures, les jours, les années, les décennies, les centenaires qui te restent à vivre. Tu veux t'acheter une Lamborghini, tu vas la payer avec 10 ans de ta vie. Tu veux t'acheter une Toyota, tu vas la payer avec 1 an de ta vie. Les très riches sont donc presque immortels parce qu'ils ont énormément d'argent, énormément de temps et du coup ils le dépensent dans des futilités, alors que dans des quartiers, il y a des personnes qui ont jamais plus de 24 heures dans leur montre. Ils ont toujours l'impression qu'ils vont mourir, alors que ces 24 heures, les riches les dépensent dans un latte, un matcha. J'ai toujours trouvé l'idée et la métaphore et comment ça rend dans le visuel incroyable. Il y a une allégorie sur les riches qui sont riches que par l'existence de la pauvreté et qui s'enrichissent sur le dos de cette pauvreté. Et on voit aussi le clash entre la quête de la richesse et la quête de l'amour. Il y a notamment une scène qui m'a fait tellement pleurer dans ce film. Je vais pas spoiler, mais c'était hyper poignant. Tu as besoin de temps, donc d'argent pour aider un proche. Et du coup, tu passes ton temps à chercher à avoir de l'argent pour aider ce proche. Mais du coup, tu passes pas de temps avec ce proche parce que tu dois lui venir en aide. Et après, ce proche, du coup, n'a plus de temps. Yo, Gia. Anatomie d'une top modèle. Ce film est hyper sous-coté. Quand j'en parle à mes amis, personne ne l'a vu et je pense que c'est parce qu'il est très obscur. Et c'est vrai que ce film... Mais il y a aussi ce côté niche parce que ça parle d'une top modèle et oui, ça intéresse pas tout le monde non plus, la vie des top modèles. Après, moi, c'est mon truc, donc évidemment, je vais m'intéresser à ça. Le film est basé sur une vraie histoire. Il raconte la vie et le tragique décès de la top modèle Gia Marie Karenji. Je suis pas en train de le prononcer, je suis désolé, qui est considérée comme la première supermodèle au monde. Gia travaillait dans le resto de son père et à 17 ans, elle décide de se rebeller, de prendre un billet pour New York, suivre ses rêves et tenter sa chance en tant que mannequin. Dès son arrivée, elle signe un contrat avec son agent et elle était vraiment faite pour ça. Elle était faite pour le mannequinat, elle avait le charisme, le grain de folie, elle savait quoi donner à l'image et elle se propulse directement tout en haut de l'affiche et devient la mannequin la plus prisée au monde à cette époque. Son agent décède, elle se tourne vers des drogues et une succession d'événements font que sa carrière prend une spirale hors de contrôle. C'est un film super dark, brisant. Angelina Jolie joue hyper bien, donc tu reçois encore plus le film de plein cœur et en pleine face. Je le conseillerais vraiment pas aux personnes les plus fragiles émotionnellement. Dans le même sujet des dangers des drogues, on a Requiem for a Dream qui a été le film qui m'a le plus mis une boule dans le ventre en le regardant et en finissant. Il est psychologiquement terrifiant, inquiétant, difficile à regarder, mais c'est à la fois impossible de détacher tes yeux de l'écran. Pour moi, c'est le film au message le plus puissant sur les addictions, notamment les psychotropes, et niveau cinématographie, j'ai jamais été autant captivé. Le film montre 4 différents types de drogues par lesquels 4 différents protagonistes essaient d'échapper à la réalité pour un petit moment d'euphorie, mais qui se transforme très rapidement en chaos. Ça va au plus profond de l'obscur quant aux addictions et il y a des scènes qui sont totalement traumatisantes. C'est un chef-d'œuvre et l'anxiété qu'il y a dans le film est tellement bien transmise avec les images, c'est un truc de fou. Je conseille pas de le regarder seul. Je sais pas quelles sont les conditions pour que ce film n'englobe pas ton cerveau d'un nuage noir, donc c'est pour ça que je le déconseille aux personnes les plus fragiles. Après, franchement, c'est un énorme moyen de ne pas se laisser tenter. C'est extrême, mais je pense que ce film a renforcé encore plus l'idée dans ma tête que je n'ai pas envie de tester telle ou telle drogue. J'ai d'autres films, mais ça c'est ceux qui me venaient en tête. Et maintenant, vos suggestions. J'ai sélectionné 20 films que vous m'avez envoyés.
Ah, je t'ai eu. Non, t'inquiète, ton ordinateur ne bug pas, mais mon MacBook buguait. Et c'est pour ça que je vais vous parler du film Clean My Mac a sauvé ma vie. Ce film raconte l'histoire d'Antonin qui voulait tranquillement regarder un film dans son lit jusqu'à ce que le système de son MacBook était gelé, cryogénisé, impossible de rien faire, rien ouvrir. Mais c'était pas la première fois. C'était un problème beaucoup trop récurrent qui commence à lui faire perdre la tête. L'ordinateur n'avait que 2 ans, mais il se demandait déjà s'il devait en acheter un nouveau. Pile au moment où il allait baisser les bras, un miracle s'est produit. Et quelqu'un viendra changer le cours de son histoire et de sa relation avec son Mac pour le mieux. C'est l'application Clean My Mac, le héros du nettoyage digital des MacBooks depuis 14 ans. Mais comment ça marche ? Clean My Mac propose une interface hyper épurée, hyper simple et hyper visuelle. C'est hyper facile de savoir qu'est-ce qui fait que ton stockage est rempli. Avec l'analyse intelligente, tu peux nettoyer, supprimer des contenus inutiles. Tu peux identifier s'il y a des virus, des malwares et des menaces potentielles. Et finalement, ça va détecter aussi ce qui vient grignoter les performances de ton ordinateur. L'option qui m'a été le plus utile, c'est l'option télescope. Mon disque dur était pratiquement rempli et il y avait une énorme partie qui était occupée par autre. Et je savais pas ce que c'était autre. Avec télescope, du coup, tu as une vue globale et tu peux voir exactement quels sont les fichiers et quels sont les dossiers qui occupent ton espace. Carrément, tu peux supprimer toutes les pièces jointes que tu as téléchargées via l'application email et qui restent dans le cache. Je suis trop content d'avoir été contacté par Clean My Mac et sponsorisé parce que j'avais un énorme problème de stockage sur mon ordinateur. J'ai tendance à être réticent avec les apps comme ça, mais Clean My Mac, c'est legit. Ça a été téléchargé par plus de 25 millions d'utilisateurs et c'est approuvé par Apple. Si tu veux un ordinateur plus performant, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio pour télécharger Clean My Mac. Problème de MacBook lent résolu, maintenant que vous regardez vos suggestions de films. Et j'ai commencé par Mami. Le nombre de fois où on m'a parlé de ce film et qu'on me l'a recommandé, c'est une honte que je l'ai pas encore regardé. Bon, j'ai fini Mommy. Quel chef-d'œuvre. Pourquoi j'ai pas regardé ce film avant? J'ai fini le film avec l'impression d'avoir vécu cette histoire tellement c'est bien réalisé. Du coup, j'en ai écrit une petite note. Tu sais que c'est un bon film quand t'éteins même pas ta télévision quand il y a les crédits tellement t'es scotché. J'ai fini le film, j'étais comme ça. Il s'agit d'une mère, Diane, qui a un fils qui souffre de troubles psychiatriques. Il a mis le feu au centre dans lequel il était et du coup elle le récupère. Elle commence un nouveau chapitre avec lui. C'est tellement bien réalisé, tellement bien joué que toutes les émotions sont crues, brutes, honnêtes. La réalité elle est pas exagérée, elle est pas lissée. Et même si tu passes par énormément d'émotions parce qu'elles se transpercent toutes à travers l'écran, bah ça fait du bien. Rien à voir avec les séries hyper dynamiques que je regarde ou les blockbusters américains et pourtant beaucoup plus impactants. Bravo Xavier Dolan. Je vais regarder le film Wild produit par Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon et en parallèle je vais créer une chambre miniature pour mon troll parce que c'est bon, il dort n'importe où, il faut qu'il ait sa chambre. Je suis grave content de me chauffer à faire ça parce que ça a travaillé ma patience. Moi je serais tellement fier de moi si j'arrive à finir ça. J'aimerais que ça soit une expérience relaxante mais je sens que je vais être comme ça. Ah, ça m'amuse. Je vais devoir tout coller hyper précisément. Je me rappelle d'avoir été fasciné par un créateur qui fait de la cuisine miniature et ses vidéos sont fascinantes à regarder. Tu dis comment c'est possible qu'il arrive à faire un truc à cuisiner avec un truc aussi petit. Peut-être que je vais péter un cadre, peut-être que ça va me guérir. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait autant de trucs détaillés. Regardez pour faire la boîte à toutes les étapes qu'il faut. Rome ne s'est pas fait en un jour, Paris non plus. Je viens de finir Wild. Le film raconte l'histoire de Cheryl qui après le décès de sa mère, un divorce, des errances, des addictions, décide de tourner la page sur son passé en faisant une randonnée. Et en voilà un film qui va pas du tout me changer ma façon de voir le monde et qui va pas du tout me marquer. Je me suis pas énormément attachée au personnage. Au moins je me suis senti moins seule dans mon délire de créer une maison miniature parce que j'avais l'impression de vivre la même randonnée qu'elle de 1800 km. Il y a quand même des très beaux messages sur la solitude, l'importance de continuer d'avancer dans la vie. Donc là, je vais très bien choisir mon prochain film. Je vais regarder Les Évadés, qui est un film de 1994. Shawshank Redemption. Les Évadés. Je viens de finir le film et probablement que 5% de mon projet. Ça raconte l'histoire d'Andy Dufresne qui a été condamné à passer sa vie en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, le meurtre de sa femme et son amant. Malgré toutes les horreurs de la prison, il arrive à se trouver un ami et un allié et plus les années
années passent, plus il arrive à plus se faire respecter par ses co-détenus, par les gérants, jusqu'à un jour arriver à une fin positive. Franchement, on est sur un film américain, donc je pense que dès que tu commences à regarder le film, tu sais qu'à un moment il va sortir de la prison. Il sort 19 ans après. Le film est vu comme un message super positif sur l'espoir. Enfin, moi je trouve pas ça positif qu'il soit resté 19 ans en prison. C'est des années qu'il récupérera jamais de sa vie. Le protagoniste est super inspirant. C'est l'homme parfait, le héros américain. Sa ligne de conduite, malgré tous les obstacles qui passent, il montre toujours la meilleure version de soi-même. Et il y a d'énormes messages par rapport à l'espoir. Son ami lui dit, l'espoir est quelque chose de très dangereux, ça peut rendre un homme fou. Et quand les deux sortent de la prison, via une lettre, il lui répond en lui disant, n'oublie pas, l'espoir est quelque chose de positif, probablement la meilleure des choses et aucune des bonnes choses ne meurt. Et je sais pas si le message est totalement passé parce que ça devrait m'inspirer à avoir de la persistance pour ce projet, alors que là actuellement j'ai juste envie de tout jeter, genre j'en peux plus. Maintenant je vais regarder Tangerine, qui est un film entièrement filmé à l'iPhone 5. On va voir ce que ça donne. Tangerine, ça raconte tout simplement une journée dans la vie de Cindy et Alexandra, qui sont des travailleuses du transgenre. Cindy vient de sortir de prison et après une peine de 28 jours, elle retrouve son amie Alexandra qui lui révèle que son petit ami l'a trompée. Je le dis déjà d'avance, c'est un film super niche. Je pense pas que ça soit la vibe d'énormément de personnes ici. Il n'y a pas un budget énorme dans le film, mais je suis trop content de l'avoir vu. Vraiment, ça m'a fait du bien de regarder ce film. L'info que je vais vous dévoiler va vous choquer. Je n'ai jamais vu Call Me By Your Name. Et Pepsi, il est où mon avion? Dans un instant de faiblesse, en train de manger mon Kit Kat, je me suis laissé séduire hier soir par un docu-série Netflix. Ah, et je suis désolée, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est dynamique? Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui, pendant la guerre des pubs entre Coca-Cola et Pepsi, voit une pub Pepsi où Pepsi dit qu'avec un nombre de points que tu remportes en buvant des canettes Pepsi, tu peux remporter un avion. Dans la pub, c'est montré comme une blague, mais à la fois une blague où ça se voit qu'il voulait un peu que ça soit crédible. Du coup, il décide de s'y mettre à fond et il arrive à trouver une solution pour avoir tous les points pour avoir l'avion. Et après, il leur dit, Pepsi, où est mon avion? Il rentre dans une guéguerre avec Pepsi et je vais pas spoiler. J'avais jamais entendu parler de cette histoire, donc c'est vrai que la fin m'a choqué. Je pensais vraiment pas que ça se finirait comme ça. Je vous conseille de le regarder. Est-ce que ça va changer votre vie? Je ne crois pas. Call Me By Your Name. Oui, je n'avais jamais regardé Call Me By Your Name. Il était temps que je le regarde. La fin du film m'a énormément touché. Ça raconte l'histoire d'Elio qui passe ses vacances en Italie et un beau jour, il y a un Américain très hot qui arrive et qui est hébergé par sa famille parce qu'il travaille avec son père. Il y a un désir qui naît, qui se transforme en amour et tout le reste c'est de la poésie cinématographique. Je dis la vérité, j'ai rien ressenti pendant une grande partie du film. Je ne me suis attaché à aucun des deux personnages, mais je me suis énormément attaché à leur histoire. C'est très poétique, je suis très content d'être gay. Enfin, c'est hyper important qu'on ait des films romantiques comme celui-là. Je pense qu'on peut tous s'identifier à ce film, s'attacher à l'histoire et se dire que parfois il y a quelqu'un d'inattendu qui arrive dans ta vie et qui change ton monde, qui prend possession de tes émotions. Le film est magnifiquement filmé et réalisé. Pourquoi est-ce qu'ils ont une différence d'âge aussi grande? Je suis désolée, je dois le dire. Pourquoi est-ce qu'ils se sont obligés à caster un homme plus âgé? Ça fait une dynamique de pouvoir un peu genre Space. Et la scène de la pêche, j'ai tellement dû skip toute cette scène, ça me... Je peux comprendre qu'il y a une métaphore sur croquer le fruit défendu, la pomme d'Adam et d'Ève, mais Call Me By Your Name, un chef-d'œuvre. Je vais me rappeler de ce film, il m'a fait ressentir des vraies émotions à l'intérieur de moi. Ma maison de troll a énormément avancé, mais c'est pas fini. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je regarde? Blade Runner, Ridley Scott. C'est un film de science-fiction qui a été filmé en 1982 et qui est censé peindre une image de Los Angeles en 2019. J'aime trop quand les films ils font ça parce que du coup, quand on arrive à cette époque, on peut se dire est-ce que c'est vraiment comme ça ou pas? C'est une société dans laquelle il y a des robots quasi humains qui travaillent comme des esclaves. D'ailleurs, je trouve que les robots ont plus de flow que les humains dans ce film. Mais ils veulent absolument plus de vie, plus d'émotions. Et en parallèle, ils sont pourchassés par le Blade Runner parce qu'il faut anéantir tous ces robots presque humains. Merci énormément maman, ce film était incroyable mais j'ai rien appris sur la vie. Ce film est incroyablement vision. Les tableaux sont trop beaux, les images sont trop belles, la gestion de la luminosité 10 sur 10. Et peut-être que je prends une tangente parce que sur internet j'ai vu personne en parler, mais j'ai une théorie que Sia
C'est inspiré du personnage Pris. Notamment, il y a une scène dans le film qui m'a l'air d'être l'inspiration principale du clip Chandelier. Mais encore une fois, peut-être que je prends une tangente. Puis après, j'ai regardé un autre film, mais en attendant, j'ai une bonne nouvelle. Ta 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 ta. Oh mon dieu. Faut que je fasse hyper attention en toussant parce que pendant le processus de faire ça, le nombre de fois où j'ai toussé ou éternué et tout s'est envolé. Regardez comment c'est minuscule. Genre, comparé à mon doigt. C'est que le début, j'aimerais trop lui construire une maison. Je suis trop fière de moi. C'est la première fois que je dois faire une tâche aussi méticuleuse. Est-ce que c'était plaisant et relaxant? Non, il y avait plein de fois j'avais envie de péter un câble. Mais le résultat final est là. Et au final, dans la vie, est-ce que c'est pas un peu tout le temps comme ça? Ok, on fait ce qu'on aime, mais généralement, c'est plus le résultat qui nous motive. Puis, Darren Aronofsky. Oh, Maximilien est un génie mathématicien qui est convaincu que le monde entier peut être mis dans une équation. Que ça soit la religion, que ça soit la nature. C'est du même réalisateur de Requiem for a Dream dont j'étais obsédée par la cinématographie. Et avec cette storyline, je m'attendais vraiment à un truc du style Da Vinci Code. En fait, non, c'est juste un film hyper anxiogène sur l'obsession. On ressent à travers l'écran son délire, sa paranoïa, sa frustration. J'ai pas du tout aimé l'expérience, j'ai l'impression d'avoir vu un cauchemar. Néanmoins, je crois que ce film va quand même changer ma vie. Il y a un discours qui n'est même pas le message du film, mais qui va me rester pour toujours. Quand son père ou son grand-père, je sais même pas d'ailleurs, lui dit: quand ton esprit est omnibulé par un nombre, tu fais l'impasse sur tout le reste et tu le trouves partout. Ça paraît bête comme ça, mais ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle quand j'étais petit avec une pote, on s'était convaincu qu'on voyait un chiffre tout le temps partout. Et c'est tellement vrai. Pendant des mois, on disait: mais regarde, je vois, ce chiffre est partout dans notre univers. C'est un signe, il y a un truc par rapport à ce chiffre. Et je trouve que c'est hyper symbolique de notre génération d'aujourd'hui. C'est vrai que là, la société, elle est obsédée par ce genre de truc, de voir un signe avec un chiffre. C'est une obsession en fait. Si tu commences à t'obséder avec un chiffre et que tu veux le voir partout, tu vas le voir partout. Ça me sert beaucoup plus dans ma vie de ne pas m'obséder avec des chiffres. Pour ceux qui sont dans la numérologie et tout, je suis pas en train de dire que vous n'avez pas raison. Dernier film de la journée et deux choix s'offrent à moi. Soit je regarde l'animé que les gens disent est le plus dérangeant qu'ils ont jamais vu, mais la storyline c'est totalement mon style de storyline, genre j'ai trop envie de le voir. Soit je regarde Soul, que j'ai jamais regardé. Et foutu pour foutu, je regarde le dérangeant. Il est 4h du matin et j'arrive pas à m'endormir à cause de ce film. Il y a tellement de trucs dans ce film qui me font réfléchir. C'est le film le plus poignant que j'ai jamais vu et je m'en rappellerai toute ma vie. Perfect Blue, Satoshi Kon. Je peux même pas vous expliquer à quel point ce film d'animation m'a fait réfléchir, m'a tourmenté. Je n'ai fait qu'y penser aujourd'hui, à essayer de déceler les morales, les messages cachés. Et ça, c'est un film qui va changer ma façon de voir le monde pour toujours. Mais je ne le conseille vraiment pas à tout le monde. Même si j'ai réussi à interpréter des très beaux messages, c'est le film d'animation qui m'a le plus dérangé de ma vie. Trigger warning, trigger warning horreur, trigger warning crime, violence, trigger warning psychologiquement dérangeant. Je m'attendais vraiment pas à ça en regardant ce film. Ça raconte l'histoire de Mima, qui est une pop star dans un groupe qui s'appelle Cham. On peut comparer ça à de la K-pop, mais je pense vraiment pas que l'intention du réalisateur soit de critiquer l'industrie de la K-pop, mais plus du divertissement en général. Mima décide de quitter son groupe pour poursuivre son nouveau rêve, qui est celui d'être actrice, ce qui va faire qu'elle va devoir totalement changer son image, qu'elle va parcourir plein d'obstacles. Le fait qu'elle quitte le groupe, ça énerve ses fans, dont un stalker qui devient complètement fou et qui commence à dévoiler toute sa vie en ligne et qui se met en tête que la nouvelle Mima est une usurpatrice et commence à tuer plein de gens. Mima se dépersonnalise et n'arrive pas à faire la différence entre qui elle est, ce que les gens veulent qu'elle soit, ce qu'elle doit faire pour devenir actrice. C'est un mindfuck complet. C'est un film traumatisant. Ce film est décrit comme si Black Swan découvrait Hitchcock. Après l'avoir regardé, je savais qu'il y avait plein de messages, je savais qu'il y avait plein de choses à interpréter. Je les ai interprétés à ma façon. Dans la surface du film, le premier truc que tu vois, c'est un portrait de la celebrity culture et du star system et de ses effets sur la psyché des personnes qui se retrouvent face à l'opinion publique. On s'attache très rapidement à Mima. Je pense que même si j'étais pas une personnalité publique et que je m'identifiais pas avec quelques petits trucs du début du film, je me serais quand même attaché à elle. Mais le fait que je me sois identifié, ça m'a aussi fait beaucoup pleurer. Ça m'a rappelé des pensées que j'ai chassées de mon cerveau. Notamment tout ce que j'ai pu lire
grandir, quand j'étais en train de changer un peu d'image, que j'étais en train de grandir, où beaucoup de personnes étaient attachées au passé, à la version de moi qu'ils voyaient avant. Ils n'arrivaient pas à comprendre que j'évoluais. Et même si j'étais là en mode je te laisse juger, t'as fait mon succès, il y a une partie de toi quand même qui est blessée. Quand t'es dans une phase de changement, t'es hyper sensible par rapport au retour que les autres peuvent avoir sur toi, parce que t'essaies de faire un truc nouveau, tu prends un risque et tu sais même pas si t'es en train de prendre la bonne voie. Moi, j'avais vraiment l'impression que l'opinion publique et que tous les gens qui me suivaient avant ne m'aimais plus, que j'allais jamais pouvoir continuer de vivre de ma passion si je continuais en étant comme ça et avec mes changements, et que peut-être je devais me mentir à moi-même et garder la même image qu'avant. C'est la première fois que je vois cette sensation et cette émotion dans un film, mais on peut aussi s'identifier à ça avec l'éducation. Par exemple, t'as envie de prendre une voie mais tes parents le veulent pas, bah c'est un peu la même sensation qui est mise en évidence. Parfois tu changes pour donner ce qui est attendu de toi et tu te dis que c'est ça qui apportera ton succès, et ça peut aller jusqu'à aller contre tes valeurs et contre-quitter, du coup mener à un petit schéma de dissociation et de dépersonnalisation qui du coup est extrême chez la protagoniste Mima. On voit la solitude qu'elle ressent, le fait que personne veut l'aider par rapport à ça, et que même les personnes les plus proches qui sont censées veiller sur son bien-être sont elles-mêmes en train de projeter la version qu'elles veulent que Mima soit. Mais là on est dans le niveau 1, surface. Il se passe plein de trucs fucked up dans le film qui sont, je pense, des métaphores. Il y en a quelques-unes que j'arrive pas encore à interpréter. Ça met clairement en évidence en tant qu'observateur la déshumanisation qu'on peut donner à des stars, comme si tu prenais une personne que tu connaissais pas et avec ta perception de cette personne, tu crées un monstre, tu vas renvoyer à cette personne et qui va devoir dealer avec. Les animés arrivent à très bien passer des messages, la preuve, c'est le film avec le plus de messages que j'ai jamais vu de ma vie. Donc voilà le schéma que j'ai un peu symbolisé sur le film par rapport à la perception de soi. Donc qui tu es, ce que tu veux être, comment tu te vois, comment les autres te voient et comment ils veulent que tu sois. Dans la psychologie de Mima, tout influence tout. La protagoniste se perd entre qui elle est, qui elle veut être et ce que les autres veulent qu'elle soit. Je pense qu'on peut tous un peu s'identifier à ce schéma. Le film montre quand même une très grosse morale par rapport à ça. Tu peux vivre ta fantasy, tu peux vivre tes rêves, tu peux changer, tu peux dire au revoir au passé, rouvrir un nouveau chapitre. Moi, je suis très adepte de ça. Mais le plus important, c'est que tu te connaisses, que tu t'acceptes. Ça doit être beaucoup plus fort que la perception que les autres ont de toi. On te dit tout le temps la réputation, c'est le plus important, le respect, etc. Vraiment, le plus important, c'est que tu te connaisses toi-même, parce que si tu commences à te casser la tête avec toutes les autres données, tu vas jamais t'en sortir et tu peux te perdre. Et c'est ce qui s'est passé avec Mima, qui a une dépersonnalisation totale. Ne laisse pas la perception que les autres ont de toi te changer. Tu peux jouer avec la perception que les autres ont de toi, tu peux l'accepter, te dire ok, bon bah tu penses ça de moi, bah pense ça de moi, je m'en fous. Évidemment, c'est un truc que j'ai dû faire sur les réseaux sociaux. Ne laisse pas les personnes écrire qui tu es, sache qui tu es, accepte la réalité, les nouvelles directions de la vie et ne t'attache pas autant au passé. Voilà, ce film résonne énormément avec moi. Je suis choquée que ce soit en plus le dernier film que je voulais regarder et que c'est le film qui vraiment va avoir le plus gros impact dans ma vie. Sur ces beaux messages tirés d'un film traumatisant, c'est la fin de cette vidéo. Mission réussie, je suis rétabli. Avec tous ces films que j'ai regardés, tous les messages différents, mon cerveau a été hyper stimulé. S'il y a des films dont j'ai parlé que toi aussi t'as vu, dis-moi ton avis en commentaire. Si t'as des autres films que tu conseilles d'aller regarder, dis-le. Et mon cerveau est prêt à redevenir un peu superficiel parce que là je suis complètement drainé. Love you.